Bonjour, on se retrouve aujourd'hui chez Ardent Pêche à Pontivy. Je suis de passage au magasin et je suis pas en train de faire mes courses, je suis en train de sélectionner quelques leurres pour la vidéo que je vais vous présenter. Aujourd'hui, on va parler des noms des leurres, une sorte de glossaire un peu des différentes familles de leurres. En fait, ce que je voudrais faire, c'est essayer de vous expliquer un peu pourquoi certains leurres portent un nom, la signification des différents noms des familles de leurres. En fait, je me suis rendu compte, je consomme beaucoup de vidéos sur YouTube, je suis souvent en magasin et je vois qu'il y a quand même pas mal de débutants ou de gars qui ont un peu plus de niveau de pêche, mais qui sont un peu fâchés avec l'anglais, qui sont complètement perdus devant les familles de leurres. Donc aujourd'hui, je sélectionne pas mal de types de leurres et puis je vais essayer de vous expliquer pourquoi tel leurre porte un nom, parce que souvent on a quand même des informations à retirer des noms que portent les leurres. Donc je finis ma petite sélection, après on va les ciseauler en haut, tranquille, je vais déballer les leurres et je vais vous montrer tout ça. Bon, ça y est, on s'est mis un petit peu au calme là, j'ai commencé à déballer un petit peu différents leurres. Le but, je vais pas vous présenter chaque leurre dans le détail, hein, c'est vraiment pas ça le but du jour. On va vraiment parler des noms pour que ceux d'entre vous qui sont un petit peu perdus devant tous ces noms, tous ces anglicismes là, s'y retrouvent un petit peu mieux. Je vais pas aller traduire des noms qui ont un équivalent en français. Le but, c'est vraiment pas ça. Le but, c'est d'aller chercher sur certaines familles de leurres qui ont un nom anglais qui n'a pas d'équivalent en français et d'aller vous expliquer pourquoi ils portent ce nom-là et à quoi cette famille est destinée. Ce qu'il faut savoir avant que je commence à rentrer dans le détail, c'est que les leurres, il y a très peu de leurres en fait qui sont prévus uniquement pour le marché français et qui peuvent porter un nom français. Le marché qui porte vraiment le commerce de la pêche dans le monde, c'est les États-Unis, hein, c'est 50% du commerce dans la pêche. Et presque tous les leurres qu'on a en France aujourd'hui, c'est des leurres qui sont hérités de développements qui sont faits pour d'autres pays, et en particulier pour des pays anglophones. Donc on retrouve des noms anglais dans tous les sens. Alors souvent ils sont utilisés beaucoup trop, et on pourrait s'en passer, mais parfois on n'a vraiment pas de solution pour avoir de noms français. Donc je vais faire un petit tour de différentes familles. On va commencer peut-être par des familles qui portent un nom qui évoque leur forme. Alors on verra dans tout ce que je vais vous dire que souvent la famille, elle se rapporte soit à la forme, soit à la fonction, soit à la composition du leurre. On va commencer par les minots. Donc minot, c'est un terme assez générique qu'on retrouve dans plein de noms de leurres, dans plein de familles. En anglais, minot, la traduction littérale, ce serait un verron, mais l'acceptation, elle est un petit peu plus large. C'est tout ce qui est petit fretin, poisson fourrage, on va dire en général, et ça désigne une forme qui est une forme classique d'un petit poisson assez effilé. Donc souvent les minots, ça va être des leurres à bavette comme ça, des poissons nageurs, mais ça peut être autre chose. De temps en temps, on retrouve minot dans le nom d'un leurre souple parce que sa forme respecte celle de ce petit poisson fourrage-là. La plupart du temps, quand on parle de famille de leurres, minot, ça va être un leurre à bavette qui peut se ramener au moulinet sans action particulière. Et on retrouve une sous-famille qui est assez présente, qui est celle des longues billes minots. Ça, on le voit très souvent. Souvent, c'est noté dans le nom du leurre ou sur le packaging. C'est donc un leurre qui a cette forme de minot avec longue bille, une longue bavette. On reviendra après aux bavettes sur d'autres types de leurres. Mais voilà, minot, c'est ce type de leurre-là principalement. Après, tant qu'on est dans les formes, il y a quelque chose qui est assez particulier, une forme dont les Américains parlent beaucoup, c'est le nom shad. Alors shad, c'est en France, on a détourné complètement l'utilisation de ce nom-là. Souvent, on parle de shad pour un leurre souple comme ça qui a une palette caudale qui émet des vibrations. On est les seuls au monde à utiliser le nom shad pour ça. En réalité, un shad, à la base, c'est aussi une forme de poisson. La traduction, le poisson auquel on se réfère, c'est l'alose. C'est un poisson qui a un corps beaucoup plus haut et qui a à peu près cette forme-là. Donc des flancs un petit peu aplatis et puis un corps très très haut. Et vous allez voir qu'il y a plein de leurres. Ici, c'est le Conocyrus shad, donc qui sont des leurres qui peuvent être souples, qui peuvent être durs, mais qui ont ces flancs qui sont assez plats et qui sont très très hauts. Donc je pense que les premiers leurres souples qu'on a eu en France, qui avaient des flancs assez hauts et une palette caudale comme ça, étaient appelés shad à l'origine, et que nous on a pensé que shad ça décrivait la queue. C'est pas du tout le cas. Mais aujourd'hui, depuis des dizaines d'années maintenant, on a tendance en France à utiliser le nom shad pour ça. Donc vous savez que pour nous, c'est plutôt ça un shad, mais partout ailleurs dans le monde, c'est plutôt la forme
que ça décrit. On va rester, je les prends un petit peu comme ils viennent. Un petit truc que vous allez voir souvent aussi, c'est une appellation qui s'appelle jointed. Alors jointed, là on pourrait le traduire en français et on le fait souvent. C'est tout simplement le fait qu'il y a une articulation dans le leurre, plusieurs parties séparées avec des points de pivot qui leur permettent d'avoir beaucoup de mobilité. Donc tant qu'on le peut, quand on parle en France, on parle de leurre articulé, mais sur les packaging, vous allez souvent voir le terme jointed. C'est ça que ça veut dire. Souvent, c'est des leurres qu'il faut ramener en continu au moulinet et dont l'action nage se déclenche sur une simple récupération. Ils vont vraiment avoir une nage en S, en restant dans l'axe, mais vraiment, il y a toute la queue qui va s'articuler derrière. C'est un truc qui est très visuel et dans certaines conditions qui fait vraiment des grosses différences. Donc, jointed, ça veut dire articulé, tout simplement. Alors, je vais continuer un peu dans les leurres dures parce que j'ai commencé par ça. Dans les leurres dures, il y a plusieurs familles. Il y a une famille dont on parle souvent qui s'appelle les jerkbait. Alors, jerkbait, il y a deux grandes sous-familles. Il peut y avoir des jerkbait comme ça qui sont des poissons nageurs avec une bavette classique et des jerkbait complètement différents qui sont des leurres comme ça, qui sont en général plus utilisés pour pêcher le brochet. Donc là, clairement, on est dans l'appellation jerkbait pour pêcher un petit peu tous les prédateurs, mais à l'origine, c'est plutôt des leurres conçus pour pêcher les black bass. Et ici, c'est plus, on va dire, la partie développement pour des leurres pour pêcher le brochet. Dans tous les cas, jerk, ça a un sens et ça nous donne déjà une indication sur ce qu'il faut faire de ces leurres-là. Jerk, comme twitch, il y a aussi, vous allez entendre parler de twitch bait de temps en temps, ça veut dire remuer, secouer. Donc ça veut simplement dire que ces leurres-là, c'est pas des leurres qui sont faits pour être ramenés tout simplement au moulinet à la canne sans aucune action. C'est des leurres sur lesquels il va falloir apposer une action de la canne. Donc un jerk, souvent un jerk, c'est un mouvement qui est assez long, alors soit vers le haut, soit vers le bas, vers le côté. Et un twitch, c'est un mouvement qui est un petit peu plus court. Mais la fonction et la compréhension qu'on doit avoir de ces noms-là est à peu près la même. Quand vous voyez twitch bait ou jerk bait, c'est des leurres, ça vous indique déjà qu'il va falloir les animer à la canne, donner des coups pour les désaxer sur un côté. À chaque fois qu'on donne un coup de canne, le leurre qui est dans l'axe, il va changer son axe, il va aller sur un côté, il va montrer ses flancs. S'il a des billes, ça va faire teinter les billes et on fait ça pour exciter les poissons, tout simplement. Donc ça, c'est la famille des jerkbait et des twitchbait. Donc selon les régions, on va les appeler comme ci ou comme ça. Je sais que en Hollande, par exemple, dès que c'est un leurre à bavette comme ça, ils utilisent le nom twitchbait et dès que c'est un leurre plutôt à brochet, ils utilisent le nom jerkbait. Mais là, on voit dans le nom du leurre, réaliste jerkbait, ça donne bien la fonction du leurre qui doit être secoué un petit peu avec la canne. Ça, il y en a vraiment toute une panoplie sur le marché. C'est des leurres qui sont assez ludique à travailler pour toutes les personnes qui sont pas très patientes et qui ont besoin toujours d'être très actifs. C'est des leurres super plaisants à pêcher. On va continuer un petit peu sur les leurres dures. Je vais peut-être les passer tous en revue avant de passer sur le reste. On a dans les leurres de surface plusieurs familles. On va avoir deux noms qui sont assez utilisés sur les leurres de surface. C'est stickbait, qui est très utilisé, et pencilbait. Donc stickbait, stick c'est un bâton et pencil c'est un crayon. Donc ça nous donne vraiment une idée générale de la forme du leurre. Et donc ça, c'est principalement sur les leurres de surface qu'on va le retrouver. Et c'est des leurres, de par leur forme, qu'on va pouvoir animer. Il y a une animation, encore un anglicisme, qu'on appelle le walking the dog. L'idée, c'est que le leurre se déplace en zigzag. Et à chaque fois qu'on donne une petite action, le fait qu'il ait cette forme-là, ça va le décaler à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite. À chaque coup de sion, comme ça, il se décale et il donne une nage qui est super incitative en surface et ici aussi qui fait claquer les billes. Donc cette forme-là, elle produit, souvent elle est faite pour donner cette action-là et le nom, il se reporte tout simplement à la forme du leurre. Ensuite, toujours en restant dans la famille des leurres de surface, il y a une sous-famille qui est très très utilisée et dont on parle souvent, c'est les poppers. Donc les poppers, ce sont des leurres de surface qui ont une partie avant qui est soit complètement plate, soit qui est creusée et qui va venir faire opposition à l'eau quand on tire dessus. Et c'est ça qui va créer un son de pop, d'où le nom du leurre.
et qui va créer des éclaboussures et vraiment un son dans l'eau qui va être repéré des poissons d'assez loin. C'est dès lors, pareil, c'est très très amusant de pêcher avec ça parce qu'en général, on prend des très belles attaques quand on pêche comme ça. Donc, tous les carnassiers qui sont capables de monter en surface à un moment ou à un autre de l'année viennent taper dans les poppers. Et ça, il en existe vraiment de toute taille et c'est des choses qui s'animent en général par des petits coups de canne. Donc, on fait un pop, on attend un petit peu, on refait un pop, on attend un petit peu. Maintenant, sur certaines espèces de poissons qui sont très rapides, je pense en particulier aux pêches du thon ou aux pêches exotiques où on va pouvoir aller pêcher les carangues GT, les choses comme ça. On va avoir une animation qui va être beaucoup plus agressive avec des tirées très longues, avec beaucoup moins de pauses. C'est pas systématique, hein. Il y a des jours ça marchera sur les pauses et inversement quand on pêche les perches ou les black bass, il y a des jours il faudra aller un petit peu plus vite, mais en général pour les carnassiers d'eau douce ou les pêches de prédateurs marins sur nos côtes, on va avoir des animations plutôt lentes et dès qu'on s'attaque à des poissons pélagiques, donc qui vivent en pleine eau et qui couvrent énormément de distance, qui sont beaucoup plus rapides, là on va pouvoir commencer à accélérer un petit peu. Mais l'action c'est toujours la même, c'est par un coup de canne de le faire avancer et faire en sorte que sa face avant vienne en opposition à l'eau, crée ce son, ce pop assez sourd qui est repéré par les poissons et fasse des éclaboussures en surface devant lui. Donc ça, il y en a plein de modèles également, mais voilà, popper, c'est systématiquement des leurres de surface. Il y en a quelques-uns qui sont coulants, et quand on les ramène, qui reviennent à la surface, ils sont assez rares, la plupart sont flottants. Je vais rester dans des leurres dures pour parler des glide bait. Donc là encore, le nom anglais nous donne une indication. Donc to glide, c'est glisser. Donc le but de ces leurres-là, ça va être de glisser dans l'eau de façon assez naturelle. Ils vont faire des écarts latéraux sur les côtés. Donc ils vont pousser de l'eau, ils vont avoir une action qui est vraiment super sympa dans l'eau. Et cette action-là, ça va être à nous de la déclencher. Certains ont une nage naturelle. Au moulinet, on va réussir à avoir cette nage un petit peu en S comme ça. Mais très souvent, il va falloir soit par des petits coups de canne les désaxer un petit peu, soit par des petites variations au moulinet, on va pouvoir amplifier ces mouvements sur le côté. Le but, c'est vraiment que ce soit pas un leurre qui avance tout droit vers vous. C'est vraiment qu'il se désaxe, qu'il montre ses flancs, qu'il ait une action un petit peu lancinante. Donc là, on peut faire des pauses, on peut faire des accélérations. Alors selon les modèles, il y en a qui le supportent plus ou moins bien, mais souvent, à l'accélération, il y a des trucs quand même assez sympas pour déclencher les touches. On va dire l'inconvénient quelque part de ces leurres-là, c'est que souvent, c'est des leurres qui sont assez gros, qui poussent beaucoup d'eau et qui attirent les poissons de loin. Et on a beaucoup de poissons qui vont venir les voir par curiosité sans forcément les attaquer. Donc, il va vraiment falloir jouer sur ces vitesses d'animation, sur ces pauses, sur ces petits coups de canne ou de moulinet pour aller amplifier certaines actions et avoir un peu de variété dans ce qu'on fait. Parce qu'en général, quand on a une action qui est toujours la même tout du long du lancer, ça va provoquer énormément de suivi, mais finalement, pas toujours les attaques qu'on attend. Pour la petite anecdote, c'est des leurres qui sont réputés dans le monde entier, mais qui sont très utilisés au Japon pour essayer de trouver les gros poissons. Et il y a beaucoup de compétiteurs japonais sur le black bass essentiellement, qui se servent de ces leurres-là en général dans des tailles plus grosses pour prospecter et pour voir faire sortir des poissons derrière à certains endroits et ils repèrent, ben tiens là il y a un très gros poisson et c'est pas forcément avec ça qu'ils vont l'attraper. De temps en temps, ça prend là-dessus, mais souvent c'est aussi une façon de détecter une zone où il y a des gros poissons et d'essayer de les prendre avec d'autres techniques après si on n'a pas réussi à les prendre avec ça. Je sais que moi j'adore pêcher les black bass, même si j'en ai assez peu autour de chez moi, mais c'est le type de leurre que j'adore utiliser pour ça. Et ça m'est arrivé assez souvent, voilà, d'identifier des zones avec des jolis poissons. Et effectivement, de temps en temps, je les prends avec, de temps en temps, je les prends pas. Mais le fait de savoir qu'ils sont là, après, ça nous permet de revenir dessus avec une autre stratégie d'approche. Dans le même genre de famille, on a quelque chose qui s'appelle les swim baits. Donc, là, je ne vais pas le déballer, mais voilà, on est sur un gros leurre aussi qui est articulé. Swim bait, c'est dans l'appellation, ça implique quelque chose, c'est que c'est des leurres qui vont nager tout seuls si on les récupère. Swim, c'est l'action de nager en anglais. Donc là, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une action particulière avec la canne ou d'avoir des accélérations, d'avoir des pauses. Ils sont faits pour pouvoir attraper du poisson et avoir leur action de nage sur une récupération linéaire tout à fait classique.
Ils existent en leurre dure, donc souvent on parle de hard swimbaits, et on a aussi des soft swimbaits, donc soft swimbaits pour le côté souple, donc des leurres souples qui ont cette action où on le lance, on le ramène, et cette action-là suffit normalement à prendre des poissons. Donc vous voyez dans la forme, c'est ce qu'en France on appelle souvent shad. Aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, partout, ils appellent ça paddle tail. Donc là, j'en ai un autre aussi. Paddle tail, c'est la forme de la queue. Donc tail, c'est la queue. Et paddle, c'est cette forme-là qui est une forme de pagaie ou de raquette. Et donc, il va venir en opposition à l'eau quand on le ramène. Cette partie-là, en fait, l'eau va venir buter dessus et ça va le forcer à aller de droite à gauche et donc à créer énormément de vibrations. Tout ça, on est vraiment dans ce qu'on appelle les swimbaits qu'on peut lancer, ramener. Et normalement, comme ça, c'est capable de prendre du poisson tout seul. Ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement se contenter de faire ça, mais en général, c'est des leurres sur lesquels on ne va pas avoir besoin de faire de petits jerks, de petits twitch, de trucs comme ça. On va pouvoir faire de temps en temps des grandes tractions pour créer une accélération assez franche sur une longue distance. On va pouvoir aussi jouer avec la vitesse de récupération pour essayer d'avoir un peu de rupture dans la ligne que suit le leurre, et puis de temps en temps, ça accélère un peu pour essayer de déclencher l'attaque d'un poisson qui suivrait. Sur ceux qui sont un petit peu plombés, on va pouvoir aussi faire des pauses et le laisser descendre et nager à la descente. Donc là, c'est pas le cas de tous les swimbaits, mais il y en a certains qui sont capables, quand on touche à rien à la descente, ils vont pouvoir continuer à nager et puis à tirer les poissons d'assez loin. Ça, il faudra que vous essayiez dans ceux que vous avez pour regarder si, quand vous le laissez descendre, il a une belle action ou pas. C'est pas le cas de tous les swimbaits. Vous trouvez un endroit où l'eau est assez claire, vous le ramenez à côté de vous, hop, vous rendez la main, vous arrêtez de mouliner et puis vous regardez si à la descente, ça marche ou pas. Vous verrez que certains vont très bien descendre si vous détendez la bannière, vous rendez la main, s'il n'y a pas de contrainte de fil qui tire dessus. Et puis d'autres, par contre, vous pourrez les garder tendus comme ça, ils descendront quand même. Et certains, tendus ou détendus, à la descente, ils ne fonctionnent pas. C'est des swimbaits. Leur fonction, c'est de prendre du poisson quand on les ramène en linéaire. Tant qu'on est sur les pêches en linéaire, je vais vous parler d'une autre famille, qui est une grande famille dans les leurres dures. C'est la famille des crankbaits. Donc on est à peu près sur le même principe. To crank, en anglais, ça veut dire mouliner. Donc c'est des leurres qui sont faits uniquement pour être amenés au moulinet. Là non plus, on ne va pas donner de jerk, on ne va pas donner de twitch, on va simplement mouliner et varier les vitesses. Dans la famille des crankbaits, il y a plusieurs sous-familles, je vais les passer assez rapidement. Vous allez entendre parler de plusieurs choses. Vous allez entendre parler souvent de SR, MR ou DR, ce qui décrit leur profondeur de nage. Donc SR, c'est pour shallow runner. Donc c'est des leurres qui sont destinés à pêcher les zones peu profondes. Souvent, ils ont des bavettes qui sont assez petites et qui sont perpendiculaires aux leurres. Donc ils viennent en opposition à l'eau tout de suite. Donc ils vont donner une action de nage au leurre. Alors celui-ci est bruiteur, ils ne le sont pas tous, juste sous la surface ou dans les premiers 50 cm sous la surface selon les modèles. Quand vous voyez crankbait SR, vous pouvez savoir que c'est un leurre qui est dédié à être ramené au moulinet en continu et qui est fait pour pêcher dans des zones assez peu profondes. Après, vous allez avoir des leurres qui sont souvent notés MR, donc medium runner, qui pêchent la couche d'eau un petit peu plus profonde, et d'autres qui sont notés DR pour deep runner, donc qui vont pêcher vraiment plus en profondeur, et avec lesquels, selon les modèles, on va pouvoir pêcher de 2,50 m à 6, voire 8 mètres pour ceux qui plongent le plus profond. Mais dans tous les cas, c'est des leurres qui sont faits pour être amenés en linéaire, et c'est la bavette qui est devant, quelle que soit sa forme, qui va faire opposition à l'eau et qui va donner son action de nage naturelle au leurre sans que vous ayez à intervenir avec des coups de canne. Ces leurres-là, souvent la clé, c'est de trouver la bonne vitesse de prospection. Il faut essayer de les faire varier un petit peu. On peut faire des pauses de temps en temps avec certains modèles, mais ils sont vraiment faits pour pouvoir pêcher avec une simple récupération au moulinet. Vous allez voir que dans cette famille, il y a différents types de bavettes. Il y a des bavettes arrondies comme ça, il y a des bavettes un petit peu plus rectangulaires, carrées. Souvent, vous allez entendre parler de
Square Bill pour ce type de modèle-là, qui est une bavette très anguleuse. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. On pourra le faire dans une autre vidéo. Mais il y a plusieurs options aussi qui donnent des facultés de nage, de passage dans les obstacles différentes selon le type de bavette qu'on choisit. Je vais en finir là pour les crankbaits. Et je vais finir avec mes leurres dures là, pour vous parler d'une appellation plus que d'une famille qu'on va appeler lipless. Donc lipless, lip c'est la bavette en anglais, less c'est le fait qu'il n'y en ait pas. Donc c'est des leurres qui sont caractérisées par l'absence de bavette. Souvent on dit lipless pour ce type de leurre là. En fait en réalité c'est un lipless crankbait. C'est un crankbait qui n'a pas de bavette et donc qui va avoir la même fonction qu'un crankbait, c'est-à-dire qu'il est fait pour être lancé et être ramené. Mais sa particularité, c'est qu'il n'a pas de bavette. Et dans ce cas de cette sous-famille, souvent le point d'attache, il va être au-dessus comme ça. Et c'est, au lieu d'être la bavette, ça va être le dos. Souvent, il y a un petit peu de plat sur le haut du dos là, qui va faire opposition à l'eau et qui va donner son action de nage tout seul au leurre. On a aussi, dans cette appellation lipless, des lipless minots. Donc là, c'est une sous-famille, c'est une contraction de deux choses qu'on a vues. Les minots, c'est cette forme-là, qui en général sont des leurres à bavette. Et bien, il en existe aussi qui n'ont pas de bavette. Dans ce cas-là, ici, on va avoir une action qui est beaucoup plus naturelle parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opposition à l'eau, donc il ne va pas avoir une nage frénétique. Par contre, souvent, c'est des leurres qui sont coulants et qui vont avoir une super belle action à la descente, flanc sur flanc, comme ça, quand on les arrête. Donc c'est des leurres qui vont être très très discrets, qui sont plus faits pour pêcher des zones où les poissons sont un petit peu difficiles, où les poissons sont un petit peu surpêchés, ou alors pour essayer d'aller rentrer 2, 3, 4 poissons des jours où ils sont très difficiles et où ils refusent les grosses vibrations. Mais voilà, dans leur nom, si vous voyez lipless, ça veut simplement dire qu'ils n'ont pas de bavette. Alors je vois encore quelques leurres dures sur la table, je vais finir avec cela avant de passer au reste. Ici, j'ai ce qu'on appelle un prop bait. Ça, vous allez le voir aussi. Là, clairement, on a une traduction en français. Quand on parle entre nous, on va dire leurre à hélice. Là, voilà, il a une petite hélice derrière. Les Américains, les anglophones en général, vont utiliser le nom de prop bait parce que prop, c'est pour propre leurre, donc pour l'hélice qui est placée ici à l'arrière, mais des fois c'est à l'avant. Parfois, il y en a deux. Le but, c'est que cette hélice-là fasse des vibrations, parfois sous l'eau, parfois en surface. Dans le cas de ce modèle-là, on va le laisser remonter en surface et puis quand on va tirer dessus, au moment où il reperce la surface, l'hélice qui est à l'arrière va créer une gerbe d'eau et puis un son qui est très très particulier. Entre nous, on va parler de leurre à hélice. Maintenant, sur certains packaging, sur les noms des leurres, souvent vous allez voir prop dessus. Vous savez que quand vous voyez un leurre qui contient prop dans son nom, très souvent c'est un leurre à hélice et qui est fait pour avoir cette action-là, avec l'hélice qui va aller venir en contact avec la surface de l'eau et créer des perturbations, ou alors simplement créer des vibrations quand il est ramené sous l'eau de façon un petit peu plus linéaire. C'est des leurres qui sont assez peu utilisés en France, à tort, parce que c'est vraiment des trucs qui prennent beaucoup de poissons, que les carnassiers n'ont pas trop l'habitude de voir. Alors, dans les années 90, je sais qu'en mer, on avait des super leurres comme ça, avec le Big Big par exemple, avant toute l'arrivée des leurres japonais, là, qui étaient hyper utilisés, ça prenait plein de poissons. J'ai des copains qui pêchent toujours au leurre à hélice en mer et qui font des très belles pêches. J'ai également des amis qui pêchent les black bass justement avec ce type de modèle-là et qui ont des résultats inouïs avec ça. Je pense vraiment que ça, c'est une famille qui est sous-estimée complètement en France. Et ça ne m'étonnerait pas que dans les années qui viennent, il y a un vrai retour de ce type de leurre-là, au moins chez les pêcheurs un peu techniques. Mais voilà, tous les prop baits là, les leurres à hélice, il y a un truc vraiment intéressant à creuser autour de ces leurres-là. Alors, il me reste 2-3 petits leurres durs là. Alors ici, j'en ai un tout petit, qui est une imitation ici de petites cigales ou de petits insectes. Ce leurre-là, il fait partie de la famille des crawlers. Donc les crawlers, ici aussi, l'anglais il nous dit pas mal de choses quand on le parle un peu. Crawler, c'est la nage du crawl. C'est vraiment un leurre qui va avoir une action très particulière de nage. Donc les crawlers, c'est systématiquement des leurres de surface où on va avoir deux appendices. Donc ici, ils sont en plastique un petit peu souple sur ce petit leurre-là, mais parfois ils vont être en métal. Donc un appendice de chaque côté qui vont venir tour à tour, venir à la surface de l'eau et créer des grosses vibrations. Et c'est comme un nageur qui nage le crawl, c'est le bras droit puis le bras gauche. Là, ça va être exactement pareil.
l'appendice gauche qui va prendre appui sur l'eau, qui va décrocher, le leurre va tourner, c'est l'appendice droit qui va prendre appui. Ça crée d'énormes vibrations. Celui-ci est tout petit, hein, c'est un des plus petits qui existent, mais il y en a qui sont très très gros, qui sont faits pour pêcher les gros brochets, les black bass, et puis plein d'espèces de poissons dans le monde entier. C'est hyper amusant à utiliser. Les attaques dessus, elles sont complètement folles. Alors ça marche pas tous les jours, mais quand ça marche, les poissons, ça les rend complètement fous, et c'est vraiment impressionnant comme type d'action. Il y a un truc qui est assez intéressant avec ça, c'est que c'est des leurres qui offrent une assez grande résistance dans la canne. Donc, pour des personnes qui débutent et qui des fois ont un peu du mal avec des leurres plus techniques, comme on a vu tout à l'heure, le lipless minnow et tout ça, où là, il faut vraiment avoir une animation hyper précise, faut pas faire de bêtises. Là, franchement, vous ramenez, vous le sentez qui tire dans la canne, il fait son truc tout seul, c'est visuel, en plus vous voyez que ça fonctionne bien. C'est hyper simple à utiliser. Et ouais, au niveau ludique, si votre but c'est de prendre du plaisir avec des belles attaques et pas forcément de faire du poisson systématiquement, de faire les plus gros ou de faire la compétition du plus grand nombre, ça je vous conseille d'essayer. Hein. Les crawlers, c'est vraiment hyper intéressant. Dans les petits modèles comme ça, c'est aussi des super leurres pour aller pêcher les chevennes. Encore une fois, on est dans les pêches ludiques, mais voilà, c'est un peu sous-estimé en France aussi. Au Japon, ça fait partie de la culture de la pêche, d'attraper des poissons avec ce type de leurre, parce que c'est plus amusant pour eux que de les attraper avec un leurre plus technique qui nage sous l'eau, dont on ne voit pas l'action. Voilà. Donc toute la famille des crawlers, pareil, c'est un peu une famille méconnue en France, mais super intéressante. Je finis avec mon dernier leurre dur sur la table. Là, on va parler d'une famille qui s'appelle les spin-tail. Donc spin pour la palette et tail pour la queue. Donc ça veut simplement dire que c'est un leurre qui a une palette en queue. Donc ici, elle est suivie par un hameçon triple. C'est pas tout le temps le cas. Des fois, l'hameçon triple est devant. Il y en a pas mal de modèles qui existent. Ça existe également en leurre souple. La plupart des gens qui utilisent des spin-tail utilisent quand même des leurres durs, souvent assez denses. Donc là, c'est un leurre qui est plombé en interne. Il est pas creux du tout, hein. Il est plein, il est très dense. Et l'idée, ça va être que quand vous le ramenez, il va nager, la palette va se mettre à tourner autour de son axe, comme le ferait une cuillère tournante. Donc ça attire les poissons de loin, ça brille dans tous les sens. Et à la différence d'une cuillère tournante, le truc, c'est que sur un spin-tail, on a vraiment du poids devant. Donc c'est que quand vous le ramenez, ça va faire à peu près pareil. Par contre, quand vous arrêtez de le récupérer, le leurre va descendre et la densité du leurre va suffire à entraîner la palette, ce qui n'est pas le cas sur une cuillère tournante. Donc pour pêcher tous les endroits où il y a un petit peu de fond, où on va avoir du relief et par exemple on va lancer dans un endroit qui n'est pas très profond et puis au fur et à mesure qu'on s'approche de nous, on va arriver dans un endroit qui est plus profond et on ne veut pas passer trop dans la couche d'eau. Avec les spin-tail, on peut tout à fait arrêter sa récupération et le leurre va descendre et on peut vraiment le faire évoluer à la profondeur qu'on souhaite. Donc c'est des leurres qui sont super intéressants pour pêcher les perches, très efficaces aussi pour pêcher les bars, sous-exploités mais très efficaces pour les bars, et qui prennent évidemment du cendre si on pêche dans les bonnes zones, les bonnes conditions, du brochet. Enfin, c'est un truc qui attrape tout ce qui passe, mais qui est incontournable pour pêcher la perche. Et ça, il y en a aussi un petit peu dans toutes les tailles. Les tailles les plus communes, c'est des petites tailles comme ça, parce qu'on cible beaucoup les perches avec, mais il y a des spin-tails qui sont beaucoup plus gros également. Alors, on va continuer par une grande famille, plusieurs grandes familles. Vous entendrez peut-être parfois parler, alors ça c'est si vous vous baladez un peu sur les sites américains ou les vidéos américaines, de quelque chose qu'on appelle wirebaits. C'est une grande famille qui regroupe des sous-familles, comme les spinnerbaits qu'on va voir après, ou les buzzbaits, mais pas uniquement. Wire, c'est pour le fait qu'il y ait une armature métallique dessus, c'est ça que ça décrit. Donc ici sur le spinnerbait, donc spinner c'est toujours pour les palettes, et le spinnerbait en fait c'est un leurre qui va être composé de 3 parties, l'armature métallique qui relie une ou plusieurs palettes ici de différents types à une tête plombée et souvent une jupe en caoutchouc qui est munie d'un hameçon à l'intérieur. Ça, c'est purement un leurre de prospection qui est très facile à utiliser, qui tire bien dans la canne, on sent bien ce qu'on fait, et qui a une capacité qui est assez intéressante, c'est qu'il passe vraiment bien dans les obstacles. Le fait qu'il ait une armature comme ça en V,
fait que quand on rencontre un obstacle, notre fil en fait est attaché devant ici. Notre fil va venir en butée avec l'obstacle et du coup, c'est la partie ici qui va coulisser contre l'obstacle. Et comme notre hameçon, lui, il a la pointe vers le haut et il est protégé par cette armature en V là, si notre spinnerbait se couche sur le côté, se retourne, théoriquement, notre armature en V, comme ça, elle protège toujours l'hameçon qui est à l'intérieur et on s'accroche vraiment très très peu. Ça nous ouvre les portes de zones qu'on connaît pas bien. On ne sait pas trop s'il y a beaucoup de fond, s'il n'y a pas beaucoup de fond. Je pense en particulier aux pêcheurs du bord. C'est vrai que parfois on arrive au bord d'un étang ou d'une rivière et l'eau n'est pas complètement transparente. On ne sait pas s'il y a 1,50 m ou s'il y a 3 mètres d'eau où on lance. On ne sait pas si le fond est plat ou s'il y a des rochers, des branches dans lesquelles on pourrait s'accrocher. Le fait de passer un spinnerbait à ce moment-là, c'est un peu l'assurance quand même de pouvoir le récupérer et le ramener jusqu'à la fin. Et ça va permettre d'aller chercher ces indications-là, de le laisser couler, de le laisser descendre. On va savoir combien d'eau il y a. Quand on ramène, on va sentir de temps en temps si ça bute dans des obstacles ou pas. C'est hyper intéressant pour cette phase-là de prospection. Et quand on pousse le truc un petit peu plus loin, on sait qu'il y a quand même beaucoup de prédateurs, que ce soit en mer ou en eau douce, qui aiment se camoufler dans les obstacles, dans les herbiers, dans les bois morts, dans des tas de cailloux, des choses comme ça. Et c'est des zones où il n'y a pas beaucoup de leurres qu'on peut lancer, pas beaucoup de leurres qui passent. Et forcément, ceux d'entre nous qui arrivent à proposer un leurre à ces endroits-là sur des poissons qui sont embusqués, camouflés à l'affût en attendant qu'il y ait une proie qui passe, ils ont beaucoup plus de chances de les prendre. Donc le spinnerbait, c'est vraiment une clé pour aller pêcher ces poissons-là embusqués dans les zones un petit peu difficiles ou pour pêcher des zones dont on ne connaît pas du tout la structure du fond ou le relief. Un autre avantage du spinner, c'est qu'il tire beaucoup dans la canne et qui va pouvoir être utilisé les jours où il y a pas mal de vent. Souvent, on va perdre le contact si on utilise des leurres plus légers, des leurres qui tirent moins. On va avoir du mou dans la bannière. On va pas pouvoir bien l'animer. Si on a une touche, on va pas forcément s'en rendre compte tout de suite. Des fois, on va ferrer un petit peu en retard. Là, au spinner, ça tire tellement dans la canne que notre fil va toujours être tendu et on va pouvoir vraiment prendre des touches de qualité ces jours-là où la pêche est pas facile avec tous les leurres. En plus de ça, les jours où il y a du vent, ça c'est vraiment une clé, tous les pêcheurs au spinnerbait ça le savent. Les jours où il y a du vent, souvent les poissons, ils aiment bien les palettes. C'est le type de vibration qui les attire. Le milieu, il est un petit peu chahuté. Le fait d'apporter des vraies vibrations comme ça attire les poissons de plus loin. Les flashs lumineux que ça va émettre, ça leur permet aussi de repérer une proie dans ce milieu chahuté-là. Ils sont un petit peu moins tatillons en général dans ces conditions pour mordre. On a vraiment le leurre idéal pour pêcher ces conditions-là. Et dans cette même famille des wirebaits en général, on a les buzzbaits. Donc le buzzbait, c'est un petit peu le même principe qu'un spinnerbait, hein, une armature en V, sauf que le V est un petit peu moins prononcé. Et à la place d'avoir des palettes, on a une grosse hélice. Donc là, le but, ça va être très principalement d'aller pêcher en surface avec. C'est des leurres qui sont coulants, mais qui coulent pas rapidement. Et dès qu'on commence à récupérer, l'effet de l'hélice, quand elle tourne dans l'eau, force le leurre à remonter en surface. Donc c'est des trucs où on va pouvoir aller pêcher dans très peu d'eau, pêcher au-dessus des herbiers. C'est très utilisé sur les coups du matin, en particulier quand les poissons sont un peu moins méfiants et sont aventurés dans peu d'eau. Et là, on va créer ce son-là qui ressemble à ce buzz-là quand vous allez l'utiliser. C'est une vibration, une espèce de petit bourdonnement que ça fait parce que l'hélice, elle tourne très vite en surface. Et le fait qu'il y ait toujours une pale de l'hélice qui soit hors de l'eau et d'autres qui soient dans l'eau, ça crée vraiment un son et une action très très particulière. Alors c'est peu utilisé en France parce que c'est pas forcément à la mode. Ça reste très efficace pour ceux qui se sont spécialisés là-dedans. C'est pas mon cas. Je fais partie de ceux à qui j'adresse ce reproche-là de ne pas l'utiliser assez, mais j'ai quelques contacts là qui pêchent très bien avec ça et qui font des gros poissons et des poissons très régulièrement avec. Le petit piège de ce leurre-là, c'est que ça s'utilise pas dans toutes les conditions de pêche et dans toutes les situations de profondeur. Il faut quand même qu'on soit sur des zones de faible profondeur, à des moments de la journée où on sait que les poissons sont un petit peu actifs. Donc il faut un petit peu de connaissance de sa zone de pêche, un peu d'expérience de pêche en général
pour commencer à avoir des résultats réguliers avec ça. Mais cette famille-là, des buzzbaits, voilà, elle est vraiment intéressante également. Maintenant qu'on a parlé de cette famille des wirebaits, je voudrais vous parler d'une famille en général, enfin un mot anglais, encore une fois, parce que c'est vraiment le thème de la vidéo, que vous allez voir à plein d'endroits différents, et pour plein de types de leurres différents. Ce mot-là, c'est jig. Alors, jig, il n'y a pas de traduction littérale. On pourrait dire que c'est tout ce qui est plombé, quelque part. C'est le fait qu'il y ait une partie du leurre qui soit dense et qui l'entraîne vers le fond quand on fait une pause. Et là-dedans, vous allez avoir une très grande famille des metal jigs. Donc, tout simplement, c'est que c'est un leurre métallique. Donc, c'est différents alliages, hein, ça dépend d'un produit à l'autre, mais voilà, qui imite en général un petit poisson et qui a cette densité qui fait qu'on va pouvoir le faire descendre rapidement dans la couche d'eau. Souvent le lancer loin, le laisser descendre assez rapidement dans la couche d'eau. Selon les modèles, c'est des leurres qui vont avoir plutôt une action de nage à la descente, ou à la remontée, ou à la récupération. Là, il y en a vraiment pour tout le monde. Je ne vais pas faire le tour de toutes les sous-familles de metal jig là, mais il y en a vraiment plein et on pourrait y consacrer une vidéo entière. Là, on est sur un modèle assez classique, un petit peu polyvalent, qui peut pêcher aussi bien en lancer ramené qu'à la descente, qui peut avoir une action un peu papillonnante à la descente et qui peut avoir une action aussi, si on fait des petits à-coups au-dessus du fond, là, qui peut avoir une action super sympa pour pêcher aussi bien en eau douce qu'en mer. C'est très commun et réputé en mer. En eau douce, c'est plus récemment utilisé. Ça revient un petit peu à la mode, surtout pour les pêches de percidés en lac de barrage, là, les pêches dans 4 à 10 mètres d'eau, là. On a de plus en plus de pêcheurs qui pêchent avec essentiellement sur la période automnale et hivernale. Et ça revient vraiment très bien. Mais en mer, c'est un énorme classique qui est utilisé par les pêcheurs, que ce soit du bord, en bateau et puis tous les niveaux techniques. Ça a toujours pris des poissons et ça en prendra toujours quoi qu'il arrive. Il y en a de plein de poids différents. Il y en a de 1, 2, 3 grammes pour les plus petits. Et ça peut monter jusqu'à 500 grammes pour aller pêcher dans 200 mètres d'eau, dans des endroits où il y a du courant. Plein de formes différentes. Souvent, ils sont montés, comme ici, avec des assistouks, donc des hameçons simples qui se baladent sur une petite crinelle autour. Parfois, ils sont montés sur des triples. L'intérêt des assistouks, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est que sur tous les poissons qui font des attaques franches, on va les piquer sur une seule branche. Ils peuvent pas, du coup, on va dire, tordre l'hameçon en prenant un pied dessus comme ils pourraient le faire avec un hameçon triple. Donc, il y a une plus grosse sécurité une fois que le poisson a pris. Mais il y a un autre intérêt qui est hyper important pour certains des poissons qu'on a en France. Par exemple, pour parler des poissons qu'on va cibler beaucoup au metal jig, la perche et le bar, je vais prendre ces deux exemples-là, c'est des poissons qui aspirent souvent leur proie. Quand ils aspirent comme ça, en fait, ils ouvrent la gueule, et ça fait un gros mouvement d'eau et leur proie est aspirée dedans. En fait, que ce soit une perche ou un bar, s'ils ciblent un petit leurre de cette taille-là, ils s'attendent à aspirer quelque chose qui fait moins de 10 grammes. Et là, on leur propose quelque chose qui en fait une trentaine. C'est beaucoup plus lourd que la proie naturelle qu'ils s'attendent à prendre. Le problème, c'est que quand ils vont déclencher leur aspiration, s'ils ne font pas une attaque franche sur le leurre, et souvent ils vont venir à côté et ils vont ouvrir la gueule pour l'aspirer, en fait le leurre il ne va pas aller dedans. Et l'intérêt des assistouks, plus que des triples, c'est qu'ils sont plus légers et que eux ils vont être aspirés. Et que des fois le leurre ne va pas rentrer complètement, mais l'hameçon va rentrer. Et c'est souvent aussi pour ça qu'on a soit des petites plumes, soit des petits morceaux de tincelle sur les hameçons. Ça va faciliter l'aspiration du poisson. Donc c'est pas vrai sur toutes les espèces, mais sur toutes ces espèces qui ont une gueule qui est assez grosse et qui ont l'habitude d'aspirer leur proie, souvent c'est quand même un vrai atout d'avoir des assistouks par rapport aux hameçons triples. Et l'autre intérêt, c'est que ça s'accroche un petit peu moins, comme il y a moins de branches, et on peut en laisser juste un en queue, juste en tête, on peut vraiment s'adapter. C'est le gros intérêt de ces assists. Bon, j'ai fait une petite parenthèse qui n'était pas prévue, mais je pense que on est là aussi pour parler de ce genre de petites choses-là. Tant qu'on reste dans les jigs, on a une énorme famille de jigs qui s'appelle les rubber jigs. Donc vous voyez,
il y a jig dans les deux noms, mais on n'est pas du tout sur le même type de leurre. Jig, une fois encore, c'est cette action, c'est ce fait qu'il y ait une plombée qui va pousser le leurre à descendre. Donc là, le rubber jig, c'est ce leurre-là qui va descendre vers le fond et qui a donc ici une jupe en silicone, donc rubber, c'est caoutchouc, ça veut dire caoutchouc silicone, c'est ça que ça implique. Donc là, c'est comme une tête plombée, hein, avec ces filaments-là, cette jupe-là derrière, qui va avoir une action assez particulière. C'est-à-dire que quand le leurre va descendre, toute la jupe va suivre de façon assez droite derrière, et dès que le leurre se pose au fond, la jupe va s'ouvrir. Ça va vraiment donner une action très spécifique. On va refaire une tirée, la jupe se remet dans l'axe derrière, on le laisse descendre, ça commence à se déployer, et puis ça s'ouvre comme ça. Ça, c'est une action qui rend fou plein de poissons quand on pêche comme ça sur le fond. Donc, dans cette famille-là, c'est pareil, il y a plein de modèles. On va avoir ce qu'on appelle swimming jig, des jigs qui sont plutôt faits pour être récupérés entre deux eaux. On va avoir des flipping jigs qui sont faits pour être déposés délicatement à un endroit et percer la végétation pour aller pêcher dans les obstacles. On va avoir plein de choses différentes, plein de fonctions différentes, il y a plein de sous-familles, mais le principe reste toujours le même. C'est cette jupe-là qui a une énorme mobilité et qui va changer d'aspect dès qu'on fait varier la vitesse de récupération ou dès que le leurre touche le fond. Souvent, ces leurres-là, on va les associer à un leurre souple, on appelle ça un trailer, une remorque. Vous allez souvent entendre ça. Bon, en français, on va mettre un leurre souple derrière, et c'est tout. Pour donner plus de volume, parfois pour ralentir la descente aussi. Dans certains cas, on va avoir intérêt à utiliser un rubber jig un petit peu plus lourd que ce qu'on ferait avec une tête plombée classique ou un leurre classique, parce que ça va nous permettre de gagner en précision, ça va nous permettre de gagner en distance de lancer, ou ça va nous permettre de mieux percer les obstacles, parce qu'il y a quand même une grande partie de l'utilisation de ces leurres-là qui sont faits pour aller pêcher dans les obstacles, dans les bordures, et des fois il va falloir passer entre les feuilles d'un arbre, il va falloir trouver une petite trouée dans un roncier pour aller chercher le petit trou d'eau qui est derrière et voir s'il n'y a pas un poisson qui s'y planque. Et si vous le faites avec un leurre qui est très léger, souvent vous n'allez pas avoir assez de force et de précision pour aller placer le leurre exactement où vous voulez. Donc souvent on va avoir tendance à utiliser des leurres un petit peu plus lourds, et le fait de mettre un leurre souple derrière, selon le type de leurre souple qu'on choisit, on va pouvoir réussir à ralentir la descente. Par exemple, si on met un leurre de type paddle tail, donc shad, comme on appelle ça en français, avec cette palette caudale qui va vraiment faire une grosse opposition à l'eau quand le leurre descend, on va pouvoir utiliser un rubber jig lourd sans forcément pêcher très vite à la descente ou dans des profondeurs très importantes. Donc je vous laisserai faire le tour et poser les questions si vous en avez sur cette famille des rubbers. C'est énormément utilisé en eau douce, beaucoup pour pêcher les bordures et les zones assez peu profondes. C'est pas la seule application que ça peut avoir. Un vrai truc à jouer en mer aussi sur les pêches de bar, de vieilles, éventuellement même de sparidés. Il y a plein de choses à faire avec ce leurre-là. Ça, c'est un énorme classique qui est surtout maîtrisé par les spécialistes aujourd'hui, mais qui n'est pas si difficile que ça à prendre en main par les débutants. On continue dans cette famille des jigs avec ici, on va dire c'est un cousin du rubber jig. On va retrouver cette partie tête plombée avec cette partie jupe silicone et l'hameçon. Mais ici, on a une sorte de pièce métallique devant et on appelle ça donc un bladed jig. C'est le nom de la famille bladed jig. Vous entendrez peut-être de temps en temps parler de chatterbait également pour cette famille-là. En fait, chatterbait, c'est le nom du premier modèle de bladed jig qui a été inventé il y a un peu plus de 20 ans. Il a tellement fait parler de lui, ce modèle-là. Il a pris énormément de poissons que il y a pas mal de gens qui, comme on dit un frigo pour un réfrigérateur, disent un chatterbait pour un bladed jig. Maintenant, c'est un nom de modèle déposé. Le nom réel de la famille, c'est bladed jig. Donc blade pour la lame qui est placée devant, et jig pour la partie arrière. Ici, la lame qui est à l'avant va venir en opposition à l'eau dès que vous ramenez et va vraiment vibrer sur elle-même et désaxer l'arrière du leurre derrière. Donc contrairement à un rubber jig où sa destination, ça va plutôt être de pêcher à la descente, d'aller gratter le fond, de le lever, de redéposer,
Ici, clairement, on est dans une pêche de prospection, plutôt entre deux eaux ou un petit peu décollé du fond, où on va essayer de faire attaquer les poissons dans la couche d'eau et pas de leur faire ramasser un truc sur le fond. Il y a des circonstances où on peut aussi le poser, mais son application première, c'est quand même de pêcher en récupérant au moulinet. Et c'est cette action de la lame qui est à l'avant du bladed jig qui va pousser à avoir cette nage super attractive. Et ici aussi, on peut associer un trailer, ça se fait beaucoup. Donc mettre un leurre souple, pardon, je fais moi-même des anglicismes, mettre un leurre souple à l'arrière du leurre pour avoir une action vraiment très sympa. Moi, alors c'est très personnel, j'aime bien utiliser des leurres derrière avec des queues assez fines. Je trouve que ça donne une super belle action à l'ensemble, alors que quand on utilise un leurre de type paddle tail avec une palette caudale à l'arrière, je trouve qu'on contraint un petit peu l'action de l'avant. Alors c'est hyper efficace, hein, c'est pas juste une question de prendre des poissons ou pas. Il y a plein de gens qui le font et qui prennent plein de poissons. Mais je trouve qu'au niveau de la finesse de l'action et de la beauté de ce qu'on arrive à proposer, avec une queue fine, on arrive à avoir des actions complètement folles. On reste dans la famille des jigs. De toute façon, on va finir par ça. Je vais vous montrer ici quelque chose qui s'appelle le bucktail jig. Vous avez compris le principe, on est à peu près sur la même chose. Jig parce qu'il y a une plombée assez lourde en tête qui l'attire vers le fond. Et bucktail, ici, bucktail, c'est la queue de daim de l'animal, du cervidé. En fait, c'est des fibres naturelles à la base. Et ces fibres de cervidé, de la queue du cervidé, elles ont deux intérêts. Le premier, c'est qu'elles sont assez rigides et qu'elles émettent beaucoup de vibrations dans l'eau. Et le deuxième, c'est qu'elles sont creuses et du coup qu'elles ont plus de flottabilité que la plupart d'autres fibres. Et du coup, une action, que ce soit à la descente ou quand on pose le leurre au fond, qui est très spécifique. Donc le terme de bucktail jig vient de ces leurres-là, où c'est une association entre une plombée et puis des poils de queue de daim. Aujourd'hui, dans la famille des bucktails en général, il reste des bucktails en poils de daim, de chevreuil, de cerf, mais il y en a beaucoup, ça va être d'autres types de fibres, souvent synthétiques ou un mélange des deux. Ça a donné son nom à une famille générale comme ça, où on a ces fibres derrière qui vivent. C'est des leurres qui sont principalement utilisés en mer. C'est hyper populaire aux États-Unis pour pêcher à peu près toutes les espèces. C'est très facile à utiliser. Il n'y a pas forcément besoin de mettre un leurre souple derrière, on peut l'utiliser juste comme ça. En France, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas beaucoup pris. Il y a des zones en Méditerranée où il y a des gens qui l'utilisent vraiment avec succès sur pas mal d'espèces. Quelques personnes sur l'Atlantique et la Bretagne aussi qui font des belles pêches de lieu et de bar avec. En eau douce, je sais que certains modèles sont utilisés aussi pour pêcher le brochet et la perche, et qu'il y a quelques gars aussi qui font des résultats incroyables sur des pêches de brochet, par exemple, dans le sud-ouest de la France, avec ce type de leurre. Mais c'est une famille qui a clairement beaucoup de mal à percer en France. Peut-être que c'est un peu moins joli que le reste, je sais pas. Mais voilà, mais il y a un vrai truc à faire avec ce type de leurre-là, avec ces bucktails. Et moi, j'en ai utilisé il y a de longues années maintenant, et puis j'ai eu des super résultats avec, et je suis le premier à pas les ressortir de mes boîtes, alors que les résultats en pêche devraient me pousser à le faire. Donc, si parmi vous, il y a des adeptes des bucktails, des gens qui les ont déjà utilisés, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Moi, c'est un truc sur lequel je manque de pratique, et je serais très heureux d'avoir vos commentaires à ce sujet-là. On a presque fini, il me reste quelques trucs à voir. Je voulais quand même vous présenter cette famille-là. Alors il y a deux familles ou deux appellations, Madai Jig ou Tai Jig. Donc là, pour une fois, ça ne nous vient pas des États-Unis, ça nous vient du Japon. Donc Madai et Tai, c'est des noms japonais pour décrire certaines espèces de sparidés, donc dorades, pagres, dentilles, etc. pour les espèces qui sont chez nous. C'est vraiment une association en général entre une plombée qui a une forme spécifique et qui va avoir une action dans le courant, et derrière un octopus, un leurre souple en forme de pieuvre ou des petits filaments comme ça, dans lequel sont camouflés les hameçons. Il y a plein de formes, plein de types d'articulations. Là, par exemple, on est sur un montage traversant. Il y a plein de choses qui existent. C'est des choses qui sont beaucoup utilisées pour pêcher soit en vertical en bateau, soit en diagonale, et laisser le bateau
partir avec la dérive et puis explorer des zones où on a ces espèces de poissons-là. Ça perce vraiment en France, surtout sur les zones assez profondes pour l'instant. Il y a peu d'applications encore sur les zones où il y a moins de 8 mètres d'eau, même si ça fonctionne aussi. Mais pour pêcher toutes les zones où il y a 20, 40, 50 mètres d'eau, voire plus que ça, il y a beaucoup de gens qui s'y mettent et qui font des super belles pêches avec. Donc là, c'est quasiment uniquement utilisé en mer. Mais si vous êtes intéressé par toutes les pêches de sparidés, dorade grise, dorade royale, sard, pagre, dentille, tous ces poissons-là, là c'est vraiment un leurre, une famille de leurres en tout cas à essayer régulièrement et puis à avoir dans sa boîte, c'est incontestable. Et je vais finir sur une famille qui porte toujours le nom de jig. Voilà, quand on en parle en tout cas à l'international, c'est les squid jig. Donc squid, c'est tout ce qui est calamar, jig, toujours ce côté plombé qui descend. Donc squid jig, en français, on utilise souvent le terme de turlute pour parler de cette famille-là. Et dans cette famille des squid jig, il y a plein de choses différentes. Il y a des leurres très très denses comme celui que je tiens entre les mains là, qui est vraiment très lourd, qui sont faits pour percer l'eau, pour aller très vite au fond et puis pêcher dans des profondeurs importantes. Je vais avoir d'autres leurres comme ceux-ci là qui sont non plombés, qui vont être plutôt destinés à être mis en dérivation au-dessus soit d'un plomb, soit d'un leurre plus dense comme ça. D'ailleurs, ça existe comme ça, un petit peu comme une mini-mitraillette. Et je vais avoir une sous-famille là-dedans, dans les squid jigs, donc dans les turlutes, pour parler en français, qui s'appelle aiguille. Les aiguilles, c'est hérité d'une vieille forme de leurre inventée au Japon pour pêcher les calamars. À la base, ils étaient faits en bois et ils étaient utilisés par les pêcheurs professionnels japonais. Et aujourd'hui, donc c'est très joli, c'est magnifique. Au début, c'était très très simple. Et à la place du plomb qu'on a ici aujourd'hui, c'était des pièces de monnaie qui étaient insérées dans une fente qui était faite dans le bois. Et ils ajustaient le nombre de pièces pour donner une descente au leurre. Le principe de cette famille-là, des aiguilles, c'est vraiment d'avoir un leurre qui va avoir un positionnement et une stabilité à la descente qui provoque super souvent l'attaque des calamars. Et c'est des leurres qui sont destinés à être utilisés en lancer-ramener comme on pêcherait au leurre traditionnel, comme on pêcherait des poissons. Donc avec beaucoup de spécificités en ce qui concerne les animations, en ce qui concerne la vitesse de récupération, mais on est quand même sur une approche qui est très très proche de la pêche au leurre traditionnelle des poissons comme on la pratique tous. Cette famille des aiguilles, elle donne lieu à une pratique qui au Japon est appelé le egging, donc le fait de pêcher avec des aiguilles en lancer-ramener à la recherche des calamars. C'est une pêche qui se pratique un petit peu en bateau, mais principalement depuis le bord. En bateau, on va plutôt utiliser d'autres types de montages comme ça, de squid jig. Mais quand vous allez entendre parler de egging ou de aiguille, donc egging, la technique de pêche qui entoure les aiguilles, ce type de squid jig, fait pour pêcher du bord et avec cette forme particulière issue vraiment de leurs ancestraux qui ont été inventés au Japon. Là, on est vraiment sur une sous-famille particulière des squid jig. Je vais finir par ça parce que je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous présenter. Alors, ça a été long, j'en suis désolé pour ceux qui avaient prévu de passer 10 minutes à regarder cette vidéo. Je vous remercie pour ceux qui sont allés jusqu'au bout. J'ai pas été exhaustif, il y a plein d'autres trucs dont j'ai pas parlé, mais ça me tenait quand même à cœur de vous présenter un peu tous ces noms-là, l'origine, ce qu'on peut en comprendre, de vous donner quelques petits conseils au passage. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus avec tout ça, donc j'espère que je vous aurai aidé un petit peu. N'hésitez pas à partager cette vidéo également si vous voyez sur les réseaux sociaux ou ailleurs que certaines personnes sont vraiment perdues devant tous ces noms. J'espère que ça les aidera aussi à progresser. Et si vous avez la moindre question sur un nom de leurre, une famille de leurre, quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.
On se fera un plaisir d'y répondre. Soit l'équipe ici présente chez Ardent Pêche, soit moi, j'essaierai de passer régulièrement voir la vidéo. Vraiment, on est là pour essayer de vous aider à mieux comprendre toutes ces familles de leurres qui sont un petit peu complexes. On essaie à notre niveau d'utiliser le moins d'anglais possible, mais il y en a tellement dans ce domaine-là qu'on est obligé d'y passer de temps en temps. Et voilà, merci pour le visionnage en tout cas, et puis on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo.